Bonjour Gilles Vidal. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça faisait longtemps et c'était ailleurs. Ouais, c'était ailleurs, Tout on à peut fait. le dire. Pour ceux qui vous suivent, voilà, vous avez été chez Peugeot longtemps, on ne va pas revenir dessus, mais ce n'est pas un secret. Gilles, on se connaît un petit peu. Moi, j'ai une première question qui est essentielle pour moi, avant de parler de design. C'est quoi une Renault ? Alors une Renault, c'est une voiture qui se préoccupe de l'être humain. C'est une marque qui se préoccupe de l'être humain. Il y a toujours cette empathie envers le vivant chez Renault. D'ailleurs, les voitures à vivre, le slogan « Les voitures à vivre » en dit long sur le sujet. Et c'est une marque qui a l'intention d'innover pour amener du progrès au service de l'utilisateur. Alors bien sûr, quand on fait du design, c'est notre mission de faire ce que je viens de raconter, mais finalement Renault, elle s'est toujours dédiée à ça. Louis Renault à l'époque ne jurait que par l'innovation, il voulait tout le temps créer le truc qui fait la différence. Alors pour moi il y a ça, c'est cette empathie vers le vivant, c'est une marque empathique, c'est une marque humaniste. Et donc ça doit se traduire dans l'esthétique, dans l'expérience qu'on a à bord, dans l'interaction avec le véhicule, dans l'intuitivité de l'usage des choses, ou des équipements, ou des fonctions. Donc ça doit être la marque la meilleure là-dedans, à mon avis. Il y a très longtemps, quand tu avais repris Peugeot, tu m'avais dit une Peugeot, c'est un costume italien cintré, c'était resté, il faut des images. Une Renault, ça doit être quoi comme costume ou comme... alors c'est pas un costume, alors ça c'est une bonne question, là tu me prends au dépourvu. Non mais c'est pas un costume en fait, c'est un équilibre, ça doit rester, si je parle de langage de forme extérieure, par exemple, de langage design extérieur, pour moi ça doit rester dans ces galbes généreux. Alors pas forcément des galbes de voitures sportives ou ultra sportives, mais des galbes généreux, mais où on va intégrer, greffer de la technologie. On va donner une direction, des choses un peu plus affûtées, mais toujours mariées ou accostées dans cette générosité des formes. Donc c'est un animal un peu plus difficile à cadrer comme ça. Il te faut du temps, parce que ça fait qu'un an. Je dis que ça fait du temps, la compréhension d'une marque, j'imagine. Non, ouais, c'est vrai. C'est une petite question technique, mais est-ce que la méthode de travail est très différente ici, ton approche justement par rapport à ça, ou finalement c'est toujours le même métier, mais la méthode est tellement importante? Alors c'est le même métier, c'est un peu les mêmes méthodes, les mêmes processus de design, de développement d'un objet automobile. Après il y a des cultures différentes dans les entreprises qui ont été faites par les hommes, par les organisations et par les hommes et les femmes des entreprises. Donc la culture est un peu différente, même si c'est une entreprise française évidemment, mais ça reste le même métier en effet, ça reste le même métier. C'est les mêmes, mais tu adaptes des méthodes que tu avais développées justement dans le relationnel, ou c'est Renault qui t'apprend, enfin ça va dans les deux sens j'imagine? Non, ça va dans les deux sens, je pense, oui, il y a beaucoup de très bonnes choses, il y a beaucoup de très bonnes choses. Après il y a des manières de faire qui sont personnelles dans le management du design par exemple, et qu'on amène avec soi forcément, qu'on espère être bonnes évidemment. Il y a des choses toujours à faire évoluer. Je ne veux même pas parler d'amélioration parce que c'est juste faire évoluer des processus, des manières de faire par rapport à des manières plus anciennes peut-être parfois. Mais il y a beaucoup de talent, il y a une très forte culture automobile et design. Et il y a un travailler ensemble qui est extraordinaire. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. Un mot sur la Mégane, qui est un vrai changement par rapport aux autres générations. Mais j'ai même envie de dire, pour moi, elle annonce un nouveau Renault. Tu l'as dit, tu n'as pas beaucoup travaillé dessus, tu as pris le projet dans sa finalité. Mais qu'est-ce qu'elle dégage pour toi du nouveau Renault? On va se mettre un peu derrière, parce qu'il y a des gens qui parlent à côté. Mais voilà, parce que c'est un vrai... Moi, je disais, c'est la fin de l'obésité. On retrouve de la compacité. Tout à fait. En fait, si je dois prendre une petite image, mais les automobiles ont grossi au fil des générations, récemment encore, parce que plus d'équipements, plus de sécurité, ce qui est une très bonne chose évidemment, c'est le sens de l'histoire, plus de choses, plus de contenu, donc tendance à grossir, et puis à s'étroitiser à l'intérieur parce que pour les mêmes raisons. Et donc l'idée ou le jeu et les plateformes dédiées à l'électrique nous aident énormément là-dedans, c'est de rendre de l'espace à bord, à l'occupant, à l'utilisateur, au client, tout en compactant à l'extérieur. Il faudrait renverser la vapeur de cette dynamique automobile, tout en étant bien sûr en progression dans la sécurité, en progression dans les équipements, la vie à bord, etc. Alors le but c'est ça, et les plateformes électriques justement, qui sont beaucoup plus simples que les plateformes thermiques, nous aident à faire ça. Voilà, nous aident à faire ça. On peut mettre les roues dans les coins, on peut désencombrer l'espace à bord, le bloc de climatisation a migré sous le capot
ce qui dégage un énorme espace entre les jambes du conducteur et du passager avant, par exemple. Il y a un rangement assez énorme là sous une étagère de recharge nomade de smartphone. Alors il y a des petites partitions qu'on peut enlever, c'est très modulable. On peut mettre carrément un sac à main assez gros là. C'est-à-dire que ça ouvre des nouvelles perspectives, vraiment, ce qu'on entend depuis très longtemps. Oui, mais est-ce que ça y est, on touche du doigt? On l'a vu avec cette plateforme. Hein. Mais toi, tout d'un coup, ça t'ouvre des horizons que tu ne pouvais pas avant techniquement faire. Et là, tu dis au gars, non, allez-y, là, j'ai la place. Ça déverrouille des possibilités, ça autorise des choses qu'on ne pourrait pas faire sur une plateforme thermique. Tout à fait. Est-ce que je me trompe quand j'ai le sentiment aussi avec ce dessin qu'il revient à une certaine... pas de la discrétion, je ne sais pas comment dire, mais il ne se charge pas en ornement, il ne se charge pas en effet vouloir en mettre plein la vue tout de suite. Mais est-ce que ça aussi, c'est une volonté chez Renault d'avoir quelque chose, je ne sais pas quels sont les mots, mais on voit tellement de choses chargées là, à droite, à gauche. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, je pense qu'il y a un enjeu de simplification aussi, de non-surenchère, d'accastillage ou de détails inutiles peut-être. Et ça, c'est possible si on réussit à sculpter suffisamment les voitures, la carrosserie des voitures, par elle-même en fait. Je pense qu'il y a une époque où on a surchargé pour faire plus premium, pour faire plus riche pour certaines marques, mais parce que peut-être que les proportions, la capacité à sculpter la carrosserie n'était pas la meilleure. Et donc en mettant des éléments en plus, on compensait quelque part, on rendait attractive la voiture autrement. Mais sur cette voiture en particulier, la capacité à sculpter, la place qu'on a pour sculpter la carrosserie par exemple, créer des effets. Lesquels par exemple par exemple, quand on voit la manière dont c'est très creusé ici, avec un pli très vif, ça rentre très fort de nouveau. Et si on monte sur l'épaule là-bas, si on mesurait entre l'oreille de roue et où se trouve la cabine, il y a une sculpture assez généreuse, il y a beaucoup d'épaules. La voiture vue de derrière, elle est très assise sur la route. Ces sculptures-là, il n'y a pas beaucoup de voitures du segment C qui ont autant de place pour créer des choses comme ça, des effets comme ça. Et donc, voilà, elle a une musculature, une sensualité dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'elle peut se passer d'un surplus d'accastillage ou de détails qui crée de l'attractivité visuelle d'une certaine manière. Et après, là où on met l'effort, c'est sur des détails comme ça par exemple. Donc là, c'est ce qu'on appelle des micro-optiques, donc des petits traits de lumière qui sont gravés au cœur de la matière sur plusieurs plans, donc c'est vraiment, il y a un effet de parallaxe, un effet optique assez bluffant, assez incroyable. Et donc ces éléments-là sont très raffinés, très technologiques, sont greffés dans des zones très simples, très pures. Alors il y a un petit pli pour l'aérodynamique quand même ici, mais à part ça, c'est des zones très pures, très, très généreuses, très sensuelles. Je t'ai souvent posé la question, mais à propos de ça, je te la repose. C'est vous qui dites aux fournisseurs, j'aimerais avoir ça. Est-ce que c'est possible ou c'est eux qui disent voilà ce qu'on sait faire ou en fait ça se passe pas comme ça, c'est des discussions sans cesse? Alors c'est des discussions, ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens, voilà, tout à fait. Donc les fournisseurs peuvent arriver avec des idées eux-mêmes en disant nous on sait faire ça, on sait graver des choses par exemple, mais avec ça quel dessin vous voulez faire? Ou bien on a des idées, on a des intuitions techniques, alors pas à leur place, mais en tout cas qu'on leur suggère, en disant si on faisait ça, est-ce que ce serait possible de votre point de vue? C'est des échanges, souvent des allers-retours, et on arrive alors sur la base peut-être parfois d'une de leurs innovations ou d'une des idées des créatifs. Mais à la fin, c'est une discussion, c'est des allers-retours pour mettre au point ensemble l'idée. Tu parlais, il y a une petite touche de bois qui est vachement intéressante, mais je t'entendais dans la conférence de presse, tu disais même ça, c'est pas juste du bois, il est micro-perforé au laser. À chaque fois, je sais que tu adores, tu es un homme de détail, tu ne dis pas, mais je sais que tu vas très loin, tu pousses, tu réfléchis. Ça aussi, c'était une de tes volontés ou c'était déjà en cours, mais en tout cas, ça signe un peu l'esprit Renault qu'on vient avoir. Tout à fait. En fait, il y a la chaleur du bois, c'est un bois très veiné, on voit bien la veine, le naturel du bois. Il a un vernis de protection quand même, mais qui est mat, est très discret, très peu présent pour garder le toucher naturel. On va le montrer là, s'il ouvre. Merde, s'il y est, celui-là, Et voilà, donc on le voit là, et il est micro perforé, avec un laser pour lui donner un côté technique, allégé. Vas-y, je te laisse faire le bois, mais il est magnifique. Ça, t'aimes bien ça? Alors, c'est intéressant. Alors, il y a une autre version de la voiture, par exemple, où la planche de bord est intégralement gainée en textile, un peu chiné. On l'a quelque part Alors, je ne suis pas sûr qu'on l'ait ici sur le stand d'aujourd'hui. Mais pareil, ça ramène une chaleur. Alors là, en plus, c'est tout autour des écrans. Donc, on amène une ambiance living room, comme à la maison, un peu lounge, très chaleureuse. Juste à côté des pixels, des écrans. Vraiment les voitures à vivre, on revient. Exactement. Les voitures à vivre, et ça c'était un slogan fantastique parce que c'est la vie, l'expérience de vivre chaque instant du quotidien avec son véhicule. Finalement, il n'y a que ça qui compte. On a pu tomber amoureux dans la concession sur Internet et se dire je vais acheter celle-ci, elle me plaît. Mais à la fin, on vit dedans, on vit avec.
Et donc les voitures à vivre, c'est vraiment... C'est tellement positionnant face à la concurrence. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc c'est toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui font la différence justement, qui font le sel de vivre avec, quoi, le piment du truc. Alors avant de revenir sur ce que tu as envie d'apporter à la marque, là je suis obligé de te faire parler des 2 grands projets que vous avez annoncés, qui sont le retour de la Renault 5 et de la 4L, on se réjouit tous. Honnêtement, quel était ton regard avant sur le rétro-design? Parce que souviens-toi, et pendant longtemps, moi j'ai entendu, pendant une dizaine d'années, on disait ouais, c'est une faiblesse du design de repartir de quelque chose d'ancien. J'ai pas ce sentiment, mais est-ce que toi tu l'avais et comment tu as vécu cet énorme poids de prendre 2 stars, même en cours, mais qui quelque part c'est un peu l'inverse de ça, c'est-à-dire bon, on revient sur du connu mais on le modernise, ça doit être passionnant. Mais comment tu dors avec ça? Alors je pense que il faut, pour réussir un truc comme ça, du rétro-design, enfin je dirais même de créer une icône moderne en fait. Ouais, une inspiration mais moderne. Il faut que ce soit le bon moment. C'est contextuel en fait. On ne peut pas dire n'importe quand pour n'importe quelle marque je prends cet objet et je le refais. Il y a une question de timing. Il y a une question de timing. Alors pour la Renault 5 par exemple, la voiture a 50 ans. Mais il y a 10 ans, on aurait voulu faire une Renault 5 il y a 10 ans, donc 40 ans après. Je pense qu'elle était trop jeune. Elle n'était pas encore possiblement glamour de nouveau ou intéressante de nouveau. Et puis on l'aurait peut-être faite thermique. Donc bon, est-ce que c'est intéressant? Pas sûr. Après 50 ans, ce petit icône, alors qu'on parle de la Renault 5 ou de la Super 5 ou de la Turbo d'ailleurs, parce que tout ça est la même voiture dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, quelque part, tout ça c'est le même objet. 50 ans après, full électrique, ça a du sens. Ça a du sens et donc c'est le bon moment. C'est le bon moment pour faire un truc. Mais la 4L c'était prévu au début ou c'est l'engouement sur la Renault 5 qui a dit allez on y va aussi sur la 4L? La question s'est posée assez vite, oui, assez vite. Mais bon là c'est un peu plus... on a dévoilé un peu la première carte, on va garder ça un peu au secret encore un moment. Mais sur la 5, alors l'idée, le challenge pour nous maintenant c'est de faire alors, le show-car que tout le monde connaît maintenant. À 95%, 96, allez, disons, on fait la même voiture. On arrive à faire exactement ce qu'on a montré. Ce qu'on n'a pas montré, c'est l'intérieur. Gros challenge là de trouver l'équilibre entre, on reconnaît pour ceux qui connaissent l'histoire de cette voiture, qui ont de très bons souvenirs avec la voiture, qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qui va les faire vibrer, mais faire en sorte aussi que pour les jeunes générations, qu'on parle de l'extérieur ou l'intérieur d'ailleurs, ça dise quelque chose. Ça soit intéressant pour ce que c'est. Même pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire et qui s'en fichent à la limite, eh bien ça va leur parler pour ce que c'est. Ils vont la prendre telle qu'elle est et ça va les intéresser. Donc c'est ça qu'on essaie de faire fonctionner en ce moment. Et donc je ne vais pas commenter l'intérieur aujourd'hui, je suis désolé, mais il va se passer des choses assez bluffantes. J'ai le sentiment, pour avoir suivi ton travail pendant 10 ans ailleurs, que tu es un homme de détails, que beaucoup de petits détails sont très soignés, que petit à petit, chaque jour, que c'est ça qui a fini par faire la différence. Est-ce que je me trompe? Et est-ce que chez Renault, tu veux aussi amener tous ces détails? En fait, c'est important. En fait, c'est les détails qui font le design à la fin. Donc, bien sûr, les proportions, bien sûr, tout ce qu'on évoque à chaque fois quand on parle de design automobile. Mais à la fin, le soin qu'on amène dans les détails, dans l'exécution du design, les petites histoires que ça raconte à chaque fois qu'on est à bord de la voiture. Il faut imaginer que les clients sont tout le temps dedans. Ils connaissent les moindres recoins de leur voiture. Quand on possède une voiture, quand les gens nous plantaient leur voiture, on la connaît par cœur, sous les moindres angles, sous toutes les coutures. Et donc tout ça est important parce que ça raconte une histoire. Quand c'est bien fait, ça raconte une belle histoire, cohérente et intéressante. Et parce que le plaisir, la fierté d'avoir cet objet qui a été fait avec soin, qui a été pensé, qui a été réfléchi, qui a été bien fait, avec amour quelque part, c'est une fierté pour celui qui l'a aussi, qui l'utilise, qui la possède, qui l'a acheté. Ça va faire sourire les gens, mais hier, beaucoup de gens m'ont dit il y a de nouveau de l'amour chez Renault. Le mot peut paraître fort, mais c'est important l'amour. Oui, oui, je pense, surtout pour Renault. Encore une fois, l'amour, oui, c'est un mot très poétique, mais en fait, c'est l'empathie envers les gens. En fait, c'est raisonner avec les sentiments, les besoins, les envies. Il ne faut pas qu'on soit des théoriciens du design qui font des trucs très purs, très intellectuels. Il faut être dans la vie, dans l'amour, dans l'empathie, dans tout ça en fait. C'est-à-dire ça résonne avec les gens. J'ai une dernière question. On le voit bien dans une époque très complexe, dans toutes ces ambivalences sur le réchauffement climatique, etc. Comment, quand on travaille dans l'automobile, comment on dort avec ça aussi sur l'éco-conception, etc. Est-ce que c'est des choses, au-delà de l'électrique,
qui vous habitent en permanence, Ouais. qui sont compliqués à gérer. Comment tu le vis en tant qu'être humain là, je ne parle pas de toi. Non, en fait, on est en train de pousser ça au maximum partout. Alors évidemment, c'est un sacré chantier. Mais par exemple, les tissus des sièges dans une Zoé sont recyclés à entre 20 et 30%, enfin, selon les générations ou les natures de textiles. Ici, c'est 100%. Mais c'est quoi d'ailleurs? On me dit toujours c'est recyclé, mais toi qui connais, c'est quoi? C'est vraiment des bouteilles de plastique qui ont été broyées, mais ça fait quoi? C'est comment? Ça marche comment? Ensuite, ça fait des fils, des pelotes de fil avec lesquelles on retisse du nouveau tissu. Donc plutôt que de faire du fil par une filière, quelle qu'elle soit, mais tout neuf, qui a exploité une ressource première quelque part, eh bien, c'est des déchets qui sont... ça c'est prouvé, c'est certifié. Ah, bien sûr. Toi tu as bu et machin. Bien sûr. Ah oui, il faut que ce soit vérifiable, il faut que ce soit impeccable, il faut que les chiffres soient vrais, enfin il faut le faire pour de bon, parce que bien sûr, j'ose pas imaginer que des marques font ça pour des raisons marketing et que ce soit faux. Parce que alors là, c'est de nos jours, ça pardonne pas. Non, il faut avoir des vraies intentions nobles derrière. Et donc le textile des sièges 100% recyclé, ça c'est quand même très très rare dans l'automobile. À moins qu'il y ait une nouveauté sur le salon, je pense que personne ne le fait. Mais au-delà de ça, il faut se préoccuper, si je pousse la question vraiment en tant qu'être humain, citoyen, au-delà de designer dans une marque, il faut aller chasser tout ce qu'il est imaginable d'aller chercher, c'est-à-dire la logistique mondiale de l'industrie automobile. Quand on fait une moquette sur le sol de telle couleur, quel est son parcours avant qu'elle arrive dans la voiture par rapport à une autre alternative. Et pourquoi ça, vous le rentrez maintenant dans les données. Exactement. Pourquoi ne pas choisir l'alternative la moins polluante quant à la logistique de l'élément en question. Donc le choix, il ne se fait plus forcément sur je préfère ça plutôt que ça en termes de design ou de coût par exemple, mais plutôt l'impact environnemental que ça a, l'alternative A versus la B par exemple. Et donc ça, on est en train d'animer un chantier qui va le plus profondément possible aller chercher toutes ces choses-là. L'idée étant d'être la marque la plus sustainable du monde. Merci Gilles, je vois l'attaché de presse, le temps nous est compté. Merci, on va se revoir. C'est toujours passionnant. Un grand merci. Bravo. Avec plaisir. Merci.